Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode du podcast Fleur d'avocat par Lila Louise Maréchaux. Je suis donc Lila Louise Maréchaux, ancienne avocate, créatrice du podcast Fleur d'avocat et fondatrice du cabinet de recrutement Iris et Thémis, cabinet de recrutement pour cabinet d'avocats. Et aujourd'hui justement, j'avais envie d'aborder un sujet purement RH qui est le sujet de quelle stratégie RH pour votre cabinet. Alors c'est un sujet que j'ai eu envie d'aborder parce que je trouve que l'approche dans la profession d'avocat sur la stratégie RH est extrêmement monolithique et qu'elle manque de granularité et qu'elle manque, on va dire, de prise en compte du fait qu'il y a les cabinets d'avocats et dans les cabinets d'avocats, les pôles ou les associés en fonction de la structuration des différents cabinets. Se ressemblent pas nécessairement, c'est-à-dire que vous avez des typologies d'activités qui vont être très différentes en fonction du domaine d'expertise, en fonction de la typologie de clientèle, en fonction également de conseils, contentieux, du positionnement, de plein de choses. Et donc, à exercices qui vont être très différents les uns des autres, on ne peut pas répondre de façon... Enfin, c'est dommage de répondre de façon monolithique à comment est-ce qu'on recrute, comment est-ce qu'on structure sa politique RH, sa politique de rémunération, etc. Évidemment, à chaque typologie de cabinet et d'activité, et par cabinet, on va dire, je vais entendre dire unité parce qu'il y a des cabinets dans des cabinets, on le sait tous, mais globalement, à chaque pôle d'activité, ses spécificités opérationnelles et donc ses besoins RH opérationnels. Et là, je ne vous parle même pas, mais c'est également à prendre en compte, des aspirations de l'associé ou du fondateur, qui peuvent être différentes aussi quant à son propre positionnement dans son entreprise, dans son cabinet, dans son activité, et donc avoir une influence sur, en fonction du positionnement qu'il veut adopter, en quelle mesure est-ce que ça impacte la structuration de son équipe, si structuration d'équipe il y a. Donc, c'est le sujet de cet épisode. Je vais essayer d'être synthétique, même s'il y a plusieurs choses à couvrir. Et notamment, globalement, les deux grands facteurs qui influencent beaucoup l'orientation vers une stratégie RH plutôt qu'une autre, en tout cas vers lesquels je retombe toujours quand je conseille mes clients sur le sujet, sont deux choses. La première chose, c'est le positionnement, et la deuxième chose, c'est la maturité. Là où on va passer le plus de temps, en réalité, c'est sur le positionnement, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus structurant. Et surtout, la maturité, c'est moins standardisable. J'y reviendrai après, en termes de théorie, on va dire. J'y reviendrai après. Donc, si on commence par le positionnement, j'aimerais qu'on fasse un exercice de visualisation de deux types de positionnement qui vont être très différents. Et je tire de façon très intentionnelle deux extrêmes qui vont être caricaturaux, mais l'objectif, c'est justement que la caricature vous aide à vous projeter dans une compréhension claire de chaque problématique, et que ensuite vous vous disiez, ok, moi, où est-ce que je me situe dans tout ça, plutôt d'un côté, plutôt de l'autre, quel est le panachage dans mon activité, et donc comment est-ce que je m'inspire de cet épisode comment est-ce que je m'approprie, à partir de cette base, comment est-ce que je m'approprie les enseignements de cet épisode. Donc c'est volontairement caricatural, mais je veux dire, c'est des exemples que je croise dans mon activité, donc c'est rien de tout ça n'est fictif. Donc le premier exemple, c'est une activité en contentieux des assurances. Contentieux des assurances, avec vraiment un cabinet qui a une mono-activité, c'est-à-dire on fait que des contentieux des assurances pour une typologie d'acteurs qui est très identifiée, avec des acteurs qui négocient avec leurs avocats les honoraires, et qui négocient sec, et donc globalement on a une redondance dans la typologie de dossiers qui sont confiés au cabinet. Qui dit redondance dans la typologie de dossier ne veut pas dire qu'il y a une absence totale, qu'il y a une absence
de complexité juridique, que c'est dévalorisant, que quoi que ce soit, mais je veux dire, on a une redondance dans les opérations, dans ce qui est fait au quotidien, dans les analyses qui sont menées, dans l'expertise qu'il s'agit de maîtriser. On a, compte tenu de ce que je vous disais tout à l'heure, une typologie de clients qui négocie les honoraires, qui a forfaitisé et qui a forfaitisé voilà, avec un fort pouvoir de négociation, donc laissant globalement des marges assez faibles aux cabinets avec qui ils travaillent. Et donc, ça nous amène en termes de globalement conséquences sur la structure RH à plusieurs choses. La première, c'est que on va avoir un budget qui, pour les rétrocessions, va être restreint. Parce que les marges sont faibles, les marges aussi pour la... Forcément, ça découle sur les ressources humaines. Dans quelle mesure est-ce qu'il y a une part importante du gâteau pour les ressources humaines et nécessairement le ruissellement ou justement l'absence de possibilité de ruissellement, quand bien même c'est pas qu'une question de captation par l'associé, hein, mais c'est juste ça fait forcément un budget rétrocession global par rapport à l'activité à mener. Ça crée aussi un plafond de rémunération, c'est-à-dire que à partir du moment où on sait d'entrée de jeu que le chiffre d'affaires généré par chaque dossier est au global dans l'activité, puisqu'on a une forte prévisibilité et plafonné à quantité de travail égale, ça implique aussi un plafond de rémunération parce qu'il y a un seuil au-delà duquel on sait que globalement, on n'est pas rentable en termes de seuil entre ce que coûte le collaborateur et ce que ce collaborateur rapporte au cabinet. Et quand je dis ce qu'il coûte, c'est au-delà de sa rétrocession, c'est aussi évidemment les locaux, les logiciels, tout, enfin je veux dire tout le coût d'un collaborateur au global. Et ce plafond de rémunération fait que, en fait, on ne peut pas avoir de senior dans ce type de... C'est une structure dans laquelle il n'y a pas de senior. Pas forcément parce qu'on ne veut pas en avoir, on aimerait bien en avoir, c'est juste le plafonnement des rétrocessions et de la possibilité d'augmenter ses collaborateurs les conduit nécessairement à partir. Sauf rares exceptions complètement désintéressées financièrement parlant. Et ce départ est donc structurel, c'est-à-dire que on sait que globalement, au-delà de temps, on ne peut pas aller en termes de rétrocession et donc globalement, sauf quelques primes ou autres ponctuelles, à partir d'une certaine seniorité, quoi qu'il arrive, les collaborateurs s'en vont, soit créer leur propre cabinet, soit intègrent une autre structure où ils peuvent avoir des meilleures perspectives de rétrocession d'honoraires fixes. Donc ça, c'est une autre chose. Et donc, ça implique aussi que la structure n'est pas en mesure réelle de dégager des marges nécessaires à créer un management intermédiaire. Avec tout simplement un senior qui pilote ou qui peut avoir... Et c'est juste pas absorbable dans le modèle. Si on schématise, on a du coup, par exemple, un associé et voilà, et on va avoir un pool de collaborateurs. Je vous en mets 4. Et voilà, et ça va descendre. Et pour le coup, ça n'a pas lieu d'être de mettre du management intermédiaire parce que vraiment, la structure du coût ne permet pas de l'absorber. Management intermédiaire qui a pour objectif juste d'encadrer des juniors. C'est pareil, hein, ce qui est loin d'être une norme dans les cabinets d'avocats, d'assumer qu'il y a des personnes qui ont un rôle de pur et strict management intermédiaire, mais ce qui est dommage, mais on va l'envisager dans une deuxième configuration. Et donc, globalement, ici, dans ce cas de figure, donc je vous rappelle, on est sur du contentieux des assurances. Et je ne dis pas que tout contentieux des assurances est dans ce cas de figure de
de faible marge, etc. Vraiment pas du tout. Donc là, on est sur du contentieux des assurances, côté assureur, et avec un certain type d'assureur qui est sur un certain type de problématique qui conduit à ça. Mais il y a évidemment des cabinets en contentieux des assurances côté assureur qui vivent très très bien et qui ne font pas nécessairement face à cette restriction des coûts. C'est un exemple tiré de la vie réelle, mais il y a d'autres configurations possibles. En tout cas, dans cette configuration-là, on se retrouve avec plusieurs défauts. Donc comme je vous le disais, on se retrouve avec en fait quoi qu'il arrive, un turnover structurel. Et donc ce turnover structurel, la vraie question c'est, puisqu'il est structurel, ça veut dire que il doit faire partie intégrante de cette politique RH. C'est-à-dire que il est structurel, donc il doit être accepté, il doit être absorbé. On construit sa politique RH autour du fait qu'on sait qu'on a un turnover structurel. Alors, alternative, on change de positionnement, on va chercher d'autres clients qui permettent d'avoir des marges plus intéressantes, etc. Là, je vous parle vraiment à business égal, c'est-à-dire sur cette typologie de clientèle, avec ce positionnement, comment est-ce qu'on travaille une politique RH là-dessus. Mais il y a évidemment l'alternative qui est aussi de se dire, en fait, on change de business parce que c'est pas la structuration dont on a envie. Les deux sont des bonnes options. Mais dans l'hypothèse où on reste sur ce modèle, dans ces cas-là, ça veut dire qu'il faut intégrer le turnover qui est structurel et il faut il faut construire une politique RH qui se construise autour de ce turnover structurel. Donc globalement, il y a deux gros leviers qui sont importants, sur lesquels il est important d'investir dans ce type de structure. Le premier levier, et en fait, l'objectif étant, à partir du moment où le turnover est structurel, l'objectif, ça va être de réduire le coût de ce turnover. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait en sorte que, ok, ce turnover va arriver, mais comment est-ce qu'il nous coûte le moins cher possible? Parce que le turnover coûte nécessairement. Il coûte en frais de recrutement, il coûte en frais d'intégration, il coûte en frais de formation. Donc le turnover coûte. Voilà, donc comment est-ce qu'on limite le coût du turnover? Cette limitation du coût du turnover, elle va être possible grâce à deux leviers qui demandent d'investir. Hein, donc, c'est pas magique. C'est des investissements à part entière, mais dont on vise une meilleure pérennité. Donc, on investit pour diminuer les coûts. Le premier, c'est la marque employeur. La marque employeur, globalement, c'est tout ce qui va vous permettre de recruter facilement. Pour que quand on a un départ, ce départ, il soit vite indolore, dans la mesure où tout simplement, on remplace facilement la personne qui part. Et on la remplace facilement, rapidement et de façon satisfaisante en termes de profil. Globalement, il n'y a pas 1000 leviers, il y en a deux. Le premier, c'est de toujours avoir un pool de stagiaires Master 2 élèves avocats. À mesure, enfin, je veux dire en fonction aussi de la taille du cabinet, hein, mais globalement de toujours avoir un pool de stagiaires Master 2 élèves avocats, parce que l'objectif, c'est que quand on a un collaborateur qui part, au bout de 2, 3, allez, maximum 4 ans, et mettons en partant de personnes qui sont arrivées au démarrage de leur carrière, et ben globalement, vous avez tout un pool de stagiaires, et parmi ce pool de stagiaires, vous en avez un certain nombre de stagiaires récents, vous en avez un certain nombre qui sont dans la tranche de seniorité que vous pouvez recruter qui est intéressante pour vous. Et donc que vous pouvez rappeler et voir s'ils sont intéressés pour vous rejoindre
Et ils sont disponibles, voire qu'ils sont sur le point d'entrer sur le marché et c'est le bon moment, c'est le moment où vous avez une place qui se libère chez vous et ils ont un bon souvenir de votre structure. Donc la première chose, c'est globalement avoir un pool de stagiaires, master 2, élèves avocats, tout le temps, même quand on n'en a pas besoin. Ce qui est un frais fixe parce que évidemment c'est une ressource humaine qui se rémunère aussi, qui n'est pas nécessairement aussi productive qu'un collaborateur en exercice. En tout cas, un collaborateur, évidemment, qui n'est pas un collaborateur qui sort tout juste d'école. Mais l'objectif, c'est pas de les recruter pour qu'ils soient productifs. L'objectif, c'est de les recruter pour nourrir sa marque employeur et pour avoir ce pool de personnes qu'on peut contacter quand on a un poste qui se libère. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est de travailler sa marque employeur cette fois en termes de notoriété. Et globalement, il faut une notoriété, donc c'est-à-dire être connu largement auprès de la typologie de profil qu'on est susceptible de recruter. Et deuxième, donc la quantité de personnes par qui on est connu. Et aussi d'avoir une bonne réputation. Donc c'est une qualité réputationnelle. Donc là, ça va être plus sur le contenu. Globalement, il faut avoir une bonne réputation, tant sur la technique, c'est-à-dire est-ce que vous êtes bon techniquement, est-ce que vous êtes un cabinet d'avocats qui fait du bon travail, que sur la qualité du management. Est-ce que c'est agréable de travailler chez vous? L'objectif vraiment ici, ça va être d'être compétitif et d'être attractif sur des profils globalement entre moins 3 ans. Par moins 3 ans, je veux dire moins 3 ans avant prestation de serment. Donc c'est pour ça que je vous disais Master 2 et élève avocat, puisque l'école des avocats c'est 18 mois, vous avez une alternance, un PPI plus un stage final, sachant que le PPI et le stage final peuvent souvent être intervertis selon les écoles. Donc globalement, c'est ça, c'est 3 ans avant d'intégrer l'école et ensuite plus 3 ans, c'est-à-dire jusqu'au seuil où vous savez que vous n'êtes plus attractif en termes de rémunération, de plafonnement de rémunération. Et c'est sur eux qu'il faut miser tous ces efforts de marque employeur. Donc ça, c'est le premier levier. Vraiment, travailler sa marque employeur, être compétitif, attractif et connu, des profils moins 3, plus 2, 3. Probablement plus 2 que 3 si vous voulez garder un minimum les gens. Et ça passe par le fait d'avoir une politique de recrutement active de stagiaires, Master 2 et élèves avocats, et de soigner votre management pour qu'ils aient un bon souvenir du passage au sein de votre structure et que potentiellement ils aient envie de revenir au moment où vous ouvrez un poste ou qu'ils parlent de vous positivement autour d'eux auprès de leurs collègues de promo. En fait, vous allez être connu comme un bon centre de formation. Vous êtes un cabinet où on sait que si on démarre sa vie professionnelle au sein de votre structure, on la démarre bien, on la démarre dans des bonnes conditions managériales et on apprend bien à être un bon avocat. On apprend bien son métier. Et si vous avez cette réputation, vous aurez la marque employeur qui correspond à la structuration RH à laquelle, qui est logique par rapport à votre activité. Donc ça, c'est le premier levier de réduction du coût du turnover. Le deuxième levier de réduction du turnover, c'est les process et les outils. Les process et les outils, dans ce cas-là, c'est bien d'investir dedans parce que ça vous permet de réduire le coût en temps de l'intégration des nouvelles personnes. Vous savez que vous êtes amené à intégrer régulièrement des nouvelles personnes. Intégrer une nouvelle personne, c'est pareil, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Donc la vraie réflexion, c'est comment est-ce que je diminue le coût en temps de l'onboarding. Pour que la personne qui me rejoint, non seulement elle me prenne le moins de temps possible dans le cadre de son arrivée au cabinet, mais en plus,
elle est, pas que parce qu'elle me prend pas beaucoup de temps, mais elle est conduite et aidée pour être le plus rapidement possible opérationnelle, c'est-à-dire globalement utile sur les dossiers sans moi manager. Et ça passe, donc process et outils. Vous allez comprendre pourquoi les deux ensemble. En 2026, ça semble être une évidence, mais bon, je prêche quand même la bonne parole. Ça veut dire globalement des modèles bien structurés et faciles à trouver. Et quand je parle de modèles, et les deux sont aussi importants l'un que l'autre, parce que si vous avez une bibliothèque de modèles, mais que la manière dont ils sont rangés dans votre serveur ou la manière dont les documents sont intitulés fait que globalement la personne a de toute façon besoin de venir vous voir pour vous dire oui, est-ce que vous avez un modèle de ça ou j'arrive pas à trouver un modèle pour ceci ou pour cela, bah, en fait tout l'objectif est réduit, c'est-à-dire que vous pensiez pouvoir rendre la personne autonome dans sa démarche et finalement la personne n'est pas autonome dans sa démarche puisqu'elle doit vous solliciter pour pouvoir avoir un modèle. Donc c'est déjà une partie du travail dont vous pourriez vous décharger mais dont vous n'êtes pas déchargé. Donc déjà, facile à trouver, ce qui est du travail en tant que tel, hein, c'est du travail de rangement de la documentation. Bien structuré, évidemment, ça veut dire qu'ils sont bien faits. Ces modèles, je pense évidemment aux actes. Donc un modèle pour tel type d'assignation, un modèle pour, en fonction de votre activité. Mais je pense pas que aux actes et je pense notamment à tous les autres supports que vos collaborateurs sont amenés à manipuler dans l'exercice normal de leur collaboration et l'exécution normale de leur mission compte tenu des dossiers qui leur sont confiés. Je vous donne un exemple toujours par rapport au contentieux, mais c'est vraiment duplicable en conseil en fonction des différentes parties prenantes auxquelles vous êtes avec lesquelles vous êtes amené à interagir dans le cadre de ce contentieux. Je me souviens par exemple moi, quand j'étais collaboratrice en contentieux en responsabilité du fait des produits où globalement à un moment on m'avait demandé de contacter plusieurs huissiers pour voir s'il y en avait un qui pouvait intervenir sur je ne sais plus quelle problématique. Et c'était la première fois que je faisais ça, c'était la première fois que je faisais ça, mais ça a été un nombre d'allers-retours pas possible, juste parce que il n'y avait pas un document, un process qui disait, bah voilà, saisir un huissier, c'est la liste de nos huissiers partenaires par département si ça existe. Globalement, on en contacte 3, on leur écrit un email globalement qui contient ceci, cela. Et on shoot et quitte à avoir un modèle en fonction de la manière dont on aime s'adresser à ses huissiers. Et il faut bien penser à préciser ça dans l'email de prise de contact. Et voilà, et globalement, ce qui m'aurait permis d'être autonome rapidement, plutôt que de tout ce que ça a demandé comme énergie à mon associé, à ce qu'on arrive à ce que je fasse ce travail. Et c'est normal que ce soit inconnu pour moi et que donc il faille, entre guillemets, m'accompagner, et comme n'importe quel collaborateur dans ce truc. Et d'ailleurs, vous parlez à des jeunes, quand on parle à des jeunes avocats, on se rend compte que ce qui crée beaucoup de friction et cette surcharge cognitive importante qui font que les premières années sont difficiles, c'est qu'en fait, c'est pas juste le droit, c'est dans la gestion de mon dossier. On se rend compte qu'il y a plein de choses à faire et à savoir maîtriser, qui sont aussi des choses qu'on n'apprend pas à l'école. Et en fait, juste, on est largué, quoi. Comment est-ce que je parle à un tel? Quelle est la bonne formule de politesse par rapport à quand on s'adresse à un notaire, à un ceci ou à un cela? Et tout ça, c'est résolvable avec des process et des modèles qui sont bien faits. Donc voilà, donc des modèles bien structurés, pensez aux actes, mais pensez aussi aux autres typologies. Et je vous dis
de support au sens large parce que ça peut être des emails, ça peut être certains courriers officiels. Si vous avez certains livrables qui sont des présentations PowerPoint ou des documents Excel, ça marche aussi de bien structurer tous ces différents éléments. Et les process, c'est pareil. Donc pour reprendre mon exemple en contentieux des assurances ici, globalement, déjà, ne serait-ce que d'avoir un document qui explique à un collaborateur, quand bien même potentiellement il l'a vu, on peut s'attendre à ce qu'il l'ait vu dans le cadre de son stage final ou d'un stage en général ou de ses études, au moins, s'il ne l'a pas fait, c'est facile sans que ça vous prenne du temps de compenser cette lacune entre guillemets et puis vous assurez que c'est pas juste ce que la personne a appris par ailleurs qui lui sert, mais c'est aussi ce en quoi vous la nourrissez. Et donc globalement dans un dossier de contentieux des assurances comme ceux qu'on gère tout le temps en permanence, quelles vont être les différentes étapes et à chaque étape, comment est-ce qu'on gère chaque étape. Et ce qui peut être assez boring, ce qui va être extrêmement pénible, descriptif, pas très intéressant à rédiger, mais ce qui ensuite sera extrêmement utile au moment où la personne qui vous rejoint, vous lui confiez un dossier et elle se dit « Ok, et maintenant j'en suis où ?» Au lieu de venir dans votre bureau pour vous poser plein de questions, elle a un document dans lequel elle peut déjà couvrir 90% de ses questions. Ça vaut, encore une fois, pour les étapes d'un dossier, mais ça vaut exactement comme ce que je vous disais par rapport au courrier ou au support en général. Ça vaut aussi pour tout ce qui va être petites tâches administratives que vos collaborateurs sont amenés à réaliser. De la gestion du RPVA, si les collaborateurs gèrent le RPVA, à comment est-ce que ils font une note de frais. Exemple tout bête, comment est-ce qu'ils font une note de frais. Voilà. Et je suis sûre que vous penserez à d'autres choses. S'ils doivent réserver un hôtel dans le cadre d'un déplacement pour une audience ou pour une expertise, comment ça se passe. Et pareil, que ce soit décrit, il faut qu'ils demandent à un tel ou ils font eux-mêmes, ils ont un budget de temps et tout ça est décrit. Et du coup, c'est du temps qui ne vous est pas pris sur vous. Vous avez juste à expliquer où est l'information. Et comme ça, le temps que vous prenez avec vos collaborateurs, il est vraiment dédié à la valeur ajoutée, c'est-à-dire à les encadrer dans l'application, vraiment dans l'exercice du métier, dans sa partie, j'ai un dossier, la stratégie pour le dossier, je pense à telle stratégie, qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai un doute sur l'évaluation de tel préjudice, je me demande comment répondre à ce dire, est-ce que c'est pertinent de dire ça ? J'ai peur que si on dit ça, on se grille sur tel autre argument. Juste le fond, la stratégie et ce qui fait que on est sur le fond de son exercice. Donc, process et modèle. Et aussi d'inclure un investissement dans tout ce qui va être automatisation. Qu'est-ce que je veux dire par automatisation ? C'est vraiment tout ce que vous pouvez mettre en place. Et là, c'est pas juste des modèles, parce que c'est pas juste voilà l'information. C'est en fait, à partir du moment où le dossier dans le logiciel passe de l'étape X à l'étape Y, ça déclenche automatiquement l'envoi d'un email type au client pour informer de ça. Et ça, quand on a un type d'accompagnement qui est extrêmement récurrent, et donc dont la structure est récurrente, quand bien même le fond change évidemment parce que chaque dossier est différent et chaque argumentation est différente, ça réduit au maximum le temps des collabs qui n'est pas dédié au fond, et ça réduit aussi au maximum tout ce
ce sur quoi potentiellement vous allez vouloir vérifier le travail du collaborateur parce que vous l'avez programmé, vous l'avez automatisé, vous l'avez structuré, modulo des éléments de personnalisation. Donc, qui sont toujours intégrables dans ces dynamiques-là. Et ça, aujourd'hui, c'est un Eldorado, c'est-à-dire que vraiment, quand on a ce type d'activité, c'est dommage de ne pas investir dans la réflexion sur les process et les outils en incluant des sujets d'automatisation. Je pense à un cabinet qui fait de la réparation du dommage corporel côté victime. Et ils ont un logiciel, je crois qu'ils utilisent Cecible, je ne sais plus quelle version de Cecible, mais c'est aussi quelque chose qui est disponible par des logiciels indépendants de type Applicable par exemple. Je ne suis pas payée pour cette publicité, ni par Cecible ni par Applicable, mais vraiment où à partir du moment où le dossier est dans telle étape, il se passe ceci, et s'il passe dans telle étape, ça génère telle action automatiquement, etc. Et ça peut faire gagner un temps fou aux collaborateurs. Et évidemment, ça les aide énormément à être plus rapidement indépendants et autonomes dans la gestion des dossiers pour votre cabinet. L'objectif, c'est vraiment que votre cabinet soit une machine facilement exploitable pour une nouvelle personne qui vient, pour un nouveau collaborateur qui vient. Donc à la fois on recrute facilement et à la fois cette personne recrutée, elle exploite facilement le cabinet, elle travaille facilement pour le cabinet, elle est vite et facilement opérationnelle sans vous prendre du temps à vous. Et là, on aboutit à une politique de structuration de cabinet et de structuration RH qui est cohérente par rapport à l'activité telle qu'elle se présente avec ses contraintes intrinsèques. Donc ça, c'est un premier exemple. Si on prend maintenant un autre exemple, prenons un exemple que j'ai déjà, je crois, cité d'ailleurs, mais peu importe, un exemple de financement de projet d'envergure. On est sur des gros projets, ça va être, je sais pas moi, énergétique ou dans l'urbanisme. On a plusieurs millions d'enjeux. C'est des projets colossaux, avec beaucoup de parties prenantes, avec beaucoup de négociations. Évidemment, avec beaucoup de techniques juridiques, de documentation, de choses qui peuvent être faites entre guillemets par des petites mains, mais quand même un énorme travail qui est un travail de gestion de projet complexe parce que plusieurs parties prenantes, parce que beaucoup de négociations et que en réalité le client nous recrute surtout pour l'accompagnement dans la partie négo. Et dans ces cas-là, donc enjeux financiers colossaux, contact client important et client et partie prenante en général, co-contractant, client et co-contractant, singularité importante des projets, donc pas possible de... enfin, je veux dire, mis à part le fait que dans tout financement, on va retrouver effectivement un document A, un document B, tout ça, ça va être commun. Mais par contre, dans toutes les négociations autour, on va être sur du cas par cas. Et donc là, on va plus être dans un accompagnement haute couture. Et encore une fois, quand je dis ça, c'est sans aucun dénigrement envers les activités. Enfin, c'est pas pour dire il y a une activité qui est plus prestigieuse qu'une autre, il y a une activité qui est meilleure qu'une autre. C'est vraiment des modèles entrepreneuriaux qui sont différents. C'est un petit peu comme la différence entre faire des produits de grande distribution ou justement... c'est la différence entre Zara et entre et une maison de haute couture. Chanel doit être une maison de haute couture, donc et entre Chanel, je ne pense pas que Chanel soit mieux que Zara. On peut discuter amplement du modèle on va dire de la fast fashion, de l'impact environnemental, etc., etc. Mais d'un point de vue business, Zara n'est pas forcément moins bon que Chanel. C'est juste que c'est pas les mêmes contraintes et c'est pas les mêmes business.
Mais c'est pas, enfin je veux dire, le patron de Zara est richissime, donc c'est manifestement que c'est aussi un business pas inintéressant. Et tout comme Chanel. Enfin, j'ai aucune idée de si le patron de Chanel est richissime, mais peu importe. Vous avez compris l'idée. Et là, je suis sur l'aspect purement financier et j'inclus pas des éléments parafinanciers qui sont encore une fois que peuvent être l'impact environnemental, des problématiques sociales, etc. C'était juste pour faire un disclaimer. Quand je parle de haute couture, je ne suis pas en train de dénigrer l'autre typologie d'activité. C'est plus par rapport à la singularité des projets et donc à la manière d'intervenir dans ces projets qui est moins duplicable, voilà. Moins modélisable, moins de masse. Vous voyez l'idée. Et donc là, en tout cas, si vous, comme dirigeant, j'aurais dû mettre une petite couronne tout à l'heure. Alors encore une fois, je voudrais pas que ce soit mal interprété, hein, c'est pas pour dire le roi a tous les pouvoirs, c'est juste, voilà, comme dirigeant de votre cabinet, comme chef à plume, pour reprendre l'appellation qu'on donnait à notre associé avec une co-bureau. Fut un temps, on appelait notre associé le grand chef à plume. Globalement, si vous voulez ne pas être sur tout, et compte tenu de la quantité, encore une fois, de négociations de parties prenantes, et donc du volume que ça prend de gérer ne serait-ce qu'un dossier, ça veut dire que vous allez aussi avoir besoin d'aide. En tout cas, si vous voulez cumuler du temps pour vous, du temps pour votre activité et du temps pour générer plus d'activités, ça veut dire que vous allez avoir besoin de profils qui sont en mesure également de vous substituer, vous, à des moments critiques et à haute valeur ajoutée du process. Et ça peut pas être ça va difficilement être un stagiaire ou un collaborateur junior entre 1 et 2 ans qui, globalement, découvre la vie, découvre le métier et a très peu d'expérience terrain. Et donc, c'est difficile de le faire monter dans des négociations avec des enjeux à plusieurs millions. Et donc, globalement, vous, votre enjeu dans cette structuration, c'est de pouvoir vous reposer sur des personnes qui sont elles-mêmes extrêmement compétentes et expérimentées et qui donc peuvent vous substituer aussi dans des moments critiques, en égo, sur des choix stratégiques ou sur 80% de la réflexion stratégique qui va conduire à un choix. Et donc, ce qu'on attend d'eux, ça va être beaucoup de technicité. On attend d'eux une bonne capacité de négociation. Et encore une fois, personne n'est un bon négociateur sans expérience terrain, c'est-à-dire que la capacité de négociation, elle vient aussi il y a des compétences qui sont des compétences évidemment d'écoute, de communication, mais il y a aussi beaucoup qui vient juste de l'expérience terrain, l'expérience des relations, mais aussi l'expérience des projets. Et de comment il se déroule. On n'est pas dans quelque chose où c'est nécessairement une réponse A, B, C. Et ça, cette nuance, ça vient avec l'expérience. Donc, expérience et puis management. Pourquoi management? Parce que dans ce type de projet, vous allez aussi avoir un troisième échelon. Parce qu'il y a également des tâches qui sont, je ne sais pas si c'est à plus faible valeur ajoutée, mais qui sont plus facilement délégables à des personnes qui ont peu d'expérience et qui sont aussi des tâches qui vont leur permettre d'être exposées à ces dossiers et de construire leur expérience pour demain devenir des seniors. Donc, qui sont des tâches de formation. Et donc, dans un monde, dans une structuration idéale, vous gérez globalement la relation client. Vous êtes une marque, il faut travailler avec un tel.
Et ça, c'est du travail à part entière. Vous avez un petit peu d'opérationnel sur les moments critiques, mais pas forcément beaucoup plus. Enfin, je veux dire, c'est pas vous qui êtes en train de relire je sais pas quel document de financement ou je sais pas quel courrier qui a été présenté par le collaborateur junior au middle. Parce que voilà, vous êtes sur d'autres problématiques. Pendant que vous avez des collaborateurs, des bras droits expérimentés sur qui vous vous reposez pour une large partie des opérations. Et encore une fois, qui, compte tenu de leurs enjeux financiers et compte tenu de la manière dont ça se déroule, ne peuvent pas intrinsèquement être délégués à des juniors. Et donc, dans ce modèle-là, ça veut dire que, et donc vos juniors, ils sont importants, pour la technicité sur certaines tâches qui sont intrinsèques à la réalisation de ce genre de projet, et puis ils sont importants parce qu'il faut former la relève. Donc en fait, vous investissez dans des juniors, tant parce que vous avez besoin d'eux pour certaines tâches, même si ça va devenir de moins en moins un impondérable avec, encore une fois, tout ce que nous apportent les intelligences artificielles génératives. Et à mesure qu'elles vont devenir meilleures et qu'elles vont être de mieux en mieux intégrées dans les process, on peut imaginer un monde où il y a un certain nombre de documents qui aujourd'hui sont réalisés par ces personnes et pour lesquels on n'a plus besoin d'elles. En revanche, comme demain, on a quand même besoin d'avoir des bons seniors, parce que pour le coup, ce n'est pas une intelligence artificielle qui va mener la négociation pour vous, ça veut dire que vous devez... Enfin, en tout cas, c'est une bonne politique RH que d'investir dans la relève, d'investir dans la formation de personnes qui vont être amenées demain à devenir ces middle. Pourquoi ? Parce que vous, ce qui est crucial, c'est les bras droits. Et les bras droits, globalement, c'est des bons seniors. Des seniors sur qui vous pouvez vraiment vous reposer. Et le bon senior, il ne se fabrique pas tout seul. il faut qu'il on devient senior parce qu'on a été exposé, on a été formé, on a pratiqué, on a fait du terrain et donc on a développé la connaissance à la fois technique et opérationnelle qui nous permet d'avoir une large autonomie dans la gestion de certaines problématiques. D'un certain nombre de problématiques et donc de très largement soulager. Mais encore faut-il investir là-dedans. Et donc, vous, là, ce qui est critique, c'est d'être attractif et de pouvoir facilement avoir un senior. Parce que typiquement, votre senior, vous allez en avoir un, je vous souhaite d'en avoir même 2, même encore plus, pour pouvoir gérer votre activité, mais surtout parce que si vous en avez un qui part, il part parce qu'il ne s'entend plus avec vous, il part parce qu'il veut devenir associé et il n'y a pas de place pour un nouvel associé dans la structure, il part parce qu'il déménage dans le Pays Basque parce qu'il veut vivre près de la mer, il part parce qu'il en a marre, il en a marre d'une grande structure ou il en a pas marre, ça s'est très bien passé, mais il a envie d'une aventure plus entrepreneuriale et de créer sa propre boutique. Il y a 1000 raisons, il change de vie, il y a 1000 raisons pour lesquelles vous avez votre senior qui peut partir. Et donc vous, à ce moment-là, comme c'est critique dans votre organisation, vous avez besoin d'être attractif pour ce type de profil. Et donc, vos enjeux à vous en termes de politique RH, c'est justement comment est-ce que vous êtes attractif pour ces profils. Et pour ces profils, l'attractivité, elle va venir globalement de la rémunération, l'équilibre pro-perso et la visibilité que vous leur donnez. Visibilité qui peut être soit visibilité pour eux-mêmes, pour si jamais ils... pour leur propre évolution professionnelle,
soit visibilité en interne, mais les deux vont souvent se rejoindre parce qu'il y a des perspectives d'association et que ça fait partie du package, entre guillemets, qui rend votre proposition attractive. Mais bon, il n'y aura pas toujours ça. Donc globalement, vos deux plus gros leviers, c'est à la fois l'aspect financier et à la fois l'aspect équilibre pro-perso. Et donc pour pouvoir recruter facilement ce genre de profil. Donc vous voyez qu'en fonction des typologies d'activités, vous êtes... c'est pas les mêmes investissements à faire. C'est-à-dire que dans un cas, vous devez vous assurer de pouvoir dégager des marges importantes pour pouvoir avoir un management intermédiaire comme ça qui soit hyper qualitatif. Et dans un autre cas, et ce qui est difficilement pondérable parce que, encore une fois, il y a une quantité de négo, de parties prenantes, etc. qui font que vous ne pouvez pas tout gérer de façon saine en ayant un minimum de temps pour vous et en même temps assurer la représentation client, marque, développement, aller chercher des nouveaux dossiers pour demain, etc. etc. Et donc, vous avez besoin de ce management intermédiaire. Mais comme on est sur de la très haute valeur ajoutée et de la technicité et tout ce que vous voulez, ça veut dire que c'est des profils qui vont coûter cher. Et ça veut dire que ça va être des profils où pour avoir vraiment des gens bien, il faut être attractif. Et donc, ce que vous alignez là, c'est vous construisez votre business pour pouvoir avoir les marges qui vous permettent de recruter ce type de personnes. Et de leur offrir un certain type de conditions de travail qui les rendent attractives. Donc ça, très différent de la première configuration que je vous ai exposée. Maintenant, le deuxième argument, donc ça c'était sur le positionnement, c'est-à-dire quelle est réflexion, quelle structuration RH pour ma structure, quelle structuration RH en fonction de mon positionnement. La deuxième chose, c'est quelle structuration RH en fonction de la maturité de mon business. Alors là, c'est ce qu'il y a de moins modélisable dans le sens où c'est pas la même chose si vous êtes sur un business qui est en croissance ou si vous êtes sur un business qui a atteint une certaine forme de stade de maturité. Quand bien même on a atteint un certain stade de maturité, et ce stade de maturité, ça peut être soit subjectif, c'est-à-dire que vous, comme chef d'entreprise, vous vous dites « Moi, globalement, j'ai l'activité qui me va, mon ratio revenu, nombre de personnes à manager, nombre de clients me convient parfaitement. » Et donc, on entretient un système pour pérenniser ce système, ce qui n'empêche pas de l'optimiser, de l'améliorer au fur et à mesure. Mais globalement, vous êtes arrivé à un stade de maturité ou que ce soit parce que c'est une maturité juste objective par rapport à votre positionnement, à plein de choses. En fait, structurellement, il ne s'agit pas de devenir plus gros. Peut-être qu'il s'agit d'augmenter la rentabilité, peut-être qu'il y a d'autres enjeux, mais en tout cas, l'enjeu, ce n'est pas forcément de continuer à grossir dans un sens, plus de clients, plus de dossiers, une équipe plus grande, etc. Donc, la question ne se pose pas exactement de la même manière. Si, encore une fois, vous êtes dans un business en croissance et qui veut aller chercher cette croissance ou qui doit aller chercher cette croissance, ou si vous avez atteint un stade de maturité, quelle que soit la raison qui font que vous avez atteint ce stade de maturité. Pour un business en croissance, c'est le plus simple. Globalement, le premier objectif, et je ferai un autre épisode sur le sujet du mythe de la rétrocession qui doit nécessairement... du collaborateur qui doit nécessairement rapporter 3 fois le montant de sa rétrocession, parce que je trouve que c'est vraiment un mauvais mythe. Mais globalement, votre investissement, quand vous êtes en phase de croissance, ça va être quel type de profil va vous décharger le plus vite et le plus facilement en temps. C'est-à-dire, quel est l'investissement humain qui fait que je vais avoir dégagé le plus de temps. Et la réponse n'est pas nécessairement « Ah, du coup, il me faut un senior parce que ça peut être aussi une fonction support. Mais c'est vraiment pour 1 euro investi, qu'est-ce que je récupère comme temps ?
Pourquoi est-ce que le temps à ce moment-là est la première métrique? Tout simplement parce que quand vous êtes en croissance, ça veut dire que vous avez deux enjeux très importants. Vous avez un enjeu qui est le temps propre à la structuration, qui est un temps, qui prend du temps, qu'il faut intégrer dans son métier en fait. Et donc, dégager du temps pour avoir le temps de structurer. Structurer, ça veut dire ajuster son positionnement, ça veut dire construire les process et les modèles qui font qu'on va être efficace, ça veut dire vraiment cette partie de gestion de l'entreprise. Et en plus, il vous faut du temps pour aller chercher plus de croissance. C'est-à-dire que soit vous avez de la croissance qui vous arrive naturellement et dans ces cas-là, vous avez beaucoup de travail de structuration opérationnelle et de structuration. Soit c'est une croissance que vous voulez aller chercher et dans ces cas-là, ça veut dire que ça vous demande du temps en investissement commercial, marketing, communication, qui est du temps aussi à part entière, qui est du temps que vous ne passez pas dans vos dossiers. Donc globalement, quand l'objectif c'est la croissance, c'est comment est-ce que j'investis de façon à pouvoir me décharger le plus rapidement possible en termes de temps passé. La réponse à cette question, elle dépend. Quel va être le type de profil? Elle va évidemment dépendre de votre activité. Mais moi, c'est la raison pour laquelle, par exemple, il y a plein d'avocats à qui je conseille que le premier recrutement, ce ne soit pas nécessairement un recrutement d'un collaborateur, mais que ce soit un recrutement d'une fonction support, et plus particulièrement d'une assistante. Par exemple, quand vous avez une activité très contentieuse, si ce qui vous prend beaucoup de temps et surtout beaucoup de charge mentale, parce que c'est plein de petites tâches à gérer et à avoir en tête, c'est la gestion du RPVA, les dossiers de plaidoirie, et tout ce qui est connexe à l'activité contentieuse, en fait, potentiellement, du fait de la quantité de petites tâches et du temps que ça prend, mais surtout de la charge mentale que ça prend, et les deux se cumulent, potentiellement, le meilleur recrutement que vous puissiez faire à ce moment-là, c'est pas forcément un collaborateur qui conclut pour vous. Ça peut être parce que en fait conclure potentiellement ça vous plaît ou quoi ou qu'est-ce. Mais ça peut être vraiment quelqu'un qui gère cette partie-là de votre activité. Et on peut ajouter d'autres tâches de facturation. Je pense si vous avez évidemment de l'aide juridique, de gestion de la récupération. Enfin, tous ces trucs-là de justificatifs à envoyer à la bonne personne, le bon bureau, machin, nanan. Tous ces trucs-là qui prennent un temps fou et une charge mentale folle, potentiellement, c'est pas un collaborateur qui les gère, c'est un assistant ou une assistante, et ça peut être le meilleur premier recrutement en termes de vraiment décharge, de charge mentale et de temps passé sur les dossiers pour vous concentrer sur votre valeur ajoutée. Et ensuite, que ce soit en plus d'un assistant ou que ce soit après ou que ce soit avant, en fonction de l'activité, effectivement, vous pouvez avoir aussi, ça peut être complètement pertinent que le premier recrutement, ce soit un junior. Si et seulement si vous avez une masse d'activités à déléguer qui est facilement délégable à quelqu'un qui va vite être opérationnel seul, parce que la typologie de dossier dont on parle le justifie. Je pense par exemple à un avocat à qui je parlais récemment, dont une partie importante du chiffre d'affaires actuel est constituée par de postulations pour des confrères. En fait, ça, c'est quelque chose qui pourrait largement déléguer facilement à un collaborateur en début de carrière. Donc voilà, donc là, ça peut se justifier. En revanche, à ce moment-là où vous avez surtout besoin de dégager du temps, si vous recrutez un junior, mais qu'il va falloir le former quand bien même on parle de quelqu'un qui percute et qui est intelligent et qui est bon, en fait, vous en avez pour 2 ou 3 ans avant que vraiment vous puissiez lâcher les rênes d'un certain type de dossier. C'est une erreur parce que vous n'allez rien gagner.
vous allez gagner un futur bon collaborateur. Mais entre-temps, vous allez y passer un temps fou. C'est-à-dire que ça ne va pas vous décharger en termes de temps passé. Et du coup, ce n'est pas du temps que vous récupérez pour aller chercher cette croissance, soit d'un point de vue purement communication, marketing commercial, soit d'un point de vue structuration de votre activité, qui, encore une fois, j'insiste, est un métier à part entière, est une partie à part entière de votre métier. Et donc, dans certains cas de figure, en fonction de la typologie de votre activité, en fonction de votre positionnement, en fonction de plein de choses, le premier recrutement, le plus smart, c'est pas nécessairement un junior, mais au contraire, c'est un profil expérimenté dont vous savez qu'il va vite vous décharger pleinement. Quand on est sur un business à un stade qui est arrivé à un stade avancé de maturité, la question se pose un petit peu différemment. Et là, j'ai très honnêtement pas de réponse toute faite à donner, tout simplement parce que au cas par cas, que ce soit pour un recrutement de remplacement ou un recrutement de croissance, mais de croissance dans une ambiance globale de maturité. Globalement, la réflexion du profil peut aussi varier en fonction de réajustements que vous faites sur votre business en termes de positionnement, de réorganisation, de restructuration qui peut aussi passer justement par des outils, des choses que vous automatisez, etc. et qui peuvent faire que vous n'allez pas forcément aller chercher un profil similaire à celui qui vient de partir. Un départ peut aussi être l'occasion de se poser sur au global l'équipe et ok, du coup, si je recrute, peut-être qu'est-ce que je recrute. D'ailleurs, par exemple, j'ai un cas de figure avec une cliente qui, typiquement, dans le cadre du départ d'une de ses collaboratrices expérimentées, finalement, n'avait pas recruté à nouveau une collaboratrice expérimentée, mais avait recruté une assistante en se disant, finalement, je vais plutôt décharger mes autres collaboratrices de tout un certain panel de tâches qu'aujourd'hui elles font et qui sont chronophages et sur lesquelles elles n'ont pas nécessairement de valeur ajoutée. Et ça va apporter une meilleure qualité de vie à mes collaboratrices, à mes autres collaboratrices. Moi, ça va m'apporter une meilleure qualité de vie aussi parce que c'est des choses que je vais plus piloter, même de loin. Et puis voilà, donc finalement, on est sur un cas typique de réorganisation dans une structure qui pourtant est arrivée à un certain niveau de maturité, où un départ ne conduit pas nécessairement au recrutement d'un profil similaire, juste parce qu'on se dit, tiens, en fait, on peut peut-être optimiser autrement et s'organiser autrement pour être mieux organisé. Donc, en profiter du recrutement pour allier à ça une logique de réorganisation, pour aller chercher d'autres valeurs ajoutées par ailleurs. Et en l'occurrence, donc, une meilleure qualité de vie pour les collaboratrices qui restaient en place, parce qu'on va les décharger de tout un tas de tâches et elles vont prendre du coup un petit peu plus de dossiers sur le fond. Mais en se concentrant sur les tâches qu'elles aiment faire et sur lesquelles elles ont de la valeur ajoutée plutôt qu'en étant parasitées sur une partie de leur métier qui peut être déléguée. Voilà, donc j'ai moins de... C'est beaucoup plus à réfléchir au cas par cas dans le cadre des business qui sont arrivés à maturité. Et je serais ravie évidemment d'en discuter avec vous si vous êtes dans ce cas de figure. J'espère vous avoir apporté du grain à moudre et peut-être fait réfléchir sur votre organisation et sur vos propres besoins de recrutement. Évidemment, à votre disposition, ravie d'en parler encore une fois. Si vous avez vous-même des enjeux organisationnels et des réflexions en cours sur ces sujets-là, vous pouvez me trouver sur LinkedIn, sur Instagram. Voilà, et puis si ça vous a intéressé, un petit commentaire, likez, abonnez-vous, et puis comme ça vous serez exposé aussi aux futurs épisodes de cette chaîne. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, je vous dis à bientôt, au revoir.